Madame, Monsieur, bonsoir. Retour dans cet épisode sur l'une des informations phares du week-end, à savoir la nomination vendredi soir de Duke Buchan en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Maroc par le président Donald Trump. Moins de 2 mois seulement après son retour à la Maison-Blanche, le président américain a annoncé sur son réseau social Truth Social que M. Buchan jouera un rôle clé pour renforcer la paix, la liberté et la prospérité entre les deux nations. Sur le terrain, la coopération maroco-américaine passe à la vitesse supérieure. La livraison officielle des hélicoptères Apache au Maroc la semaine dernière marque en effet un tournant stratégique, celui de la modernisation de la force aérienne et surtout de la montée en puissance des forces armées royales. Rabat et Washington consolident ainsi un partenariat militaire déjà confortable, mais cette alliance va bien au-delà des armes. L'enjeu, c'est toute la stabilité régionale. En témoigne African Alliance, ce plus grand exercice militaire d'Afrique qui renforce l'interopérabilité des forces marocaines et américaines et leur engagement commun contre le terrorisme dans cette région du Sahel. Et la dynamique ne faiblit pas. En mai dernier, le comité consultatif de défense maroco-américain a signé une feuille de route stratégique qui poursuit une coopération de défense qui remonte aux années 50. Statut d'allié majeur non membre de l'OTAN, partenariat sécuritaire, accord militaire, bref, une chose est sûre, le Maroc et les États-Unis avancent ensemble dans la constance et la continuité, et ce, depuis des siècles. J'accueille pour l'émission ce soir l'expert en relations internationales et géostratégie, Cheikh Abouloudani. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khadija. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et nous avons un plaisir renouvelé d'accueillir aussi l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, Madame. Messieurs, tout d'abord, un mot sur la nomination du nouvel ambassadeur américain à Rabat, Cheikh Abouloudani, Richard Duke Buchan ou Buchan, troisième du nom. Oui, bon, cette nomination, déjà confirme la solidité des relations maroco-américaines et la profondeur de ces relations. La nomination d'une personnalité qui connaît très très bien le Maroc parce qu'il était ambassadeur en Espagne entre 2017 et 2021. Donc c'est un diplomate chevronné qui connaît très très bien la région, qui connaît très bien les enjeux géopolitiques de la Méditerranée, les questions stratégiques qui englobent et qui revitalisent la Méditerranée, à savoir les questions de dimension sécuritaire. Donc il connaît très très bien cette relation, cette matrice qui englobe la Méditerranée, à savoir la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. De plus, c'est un monsieur qui a un très bon CV en matière de vision économique et de perception économique. Donc c'est lui qui a mis en place un fonds d'investissement qui est très très connu et qui est à l'échelle des États-Unis. Donc de fait, je pense, dans la lettre et dans le tweet du président américain Donald Trump, on aperçoit qu'il a une volonté de renforcer ses relations parce qu'on parle de strengthening peace, freedom and prosperity for both our countries. Donc, on parle de paix et de liberté. Voilà, de paix et de liberté. La paix, donc, voilà, c'est une région. Et de prospérité. Donc, voilà. Ce sont des messages clés, phares. On peut les décrypter après. On aimerait bien justement les décrypter. Voilà. Ce triptyque paix, liberté, prospérité. La paix parce que tout simplement le Maroc joue un rôle très important dans la sécurité et la stabilité régionale. Et ce régional contre le terrorisme, et aussi à travers la mise en place de plusieurs manœuvres militaires qui participent auprès des forces armées américaines. Freedom, la liberté, donc je pense qu'il y aura donc un coup qui va renforcer la liberté économique entre les deux pays, qui va renforcer davantage aussi. Donc, et le freedom aussi, ça nous renvoie à l'historicité de ce mot. Donc le Maroc, c'est le premier pays qui a reconnu donc la liberté, l'indépendance des États-Unis, et aussi donc les États-Unis reconnaissent en 2020 sous l'ère de Donald Trump la marocanité du Sahara, la prospérité bien évidemment. Il y a plusieurs projets et visions stratégiques pour développer donc les relations bilatérales entre les deux pays. Une vision commune en tout cas de prospérité. Au-delà des frontières, une prospérité régionale. Un commentaire, Hassan Saoud, sur cette nomination par le président Trump. Il faut surtout parler du timing. Hein. Le timing est quand même a beaucoup de symbolique. Ça fait à peine
je dirais, moins de 2 mois que l'ancien président et nouveau président est à la Maison-Blanche et fait qui n'est pas commun, il nomme déjà un ambassadeur pour le Royaume du Maroc. Le premier du genre dans le deuxième mandat de Trump. Et c'est important en ce qui concerne les relations américano-marocaines. D'abord, sur le choix. Il faut rappeler que ce nouvel ambassadeur est originaire de Floride. Donc, il y a un élément géographique important. Il est parmi les premiers soutiens de la première campagne où le président Trump avait gagné son élection, un contributeur important. Il était à la limite de la contribution autorisée dans la campagne électorale. Deuxièmement, il vient du secteur privé. Donc nous avons là quelques ressemblances. Il a réussi dans la finance, il a réussi dans l'agriculture, etc. Et puis récompensé par un poste diplomatique en Espagne et dans la principauté d'Andorre. Oui. Donc voilà un peu Et il est aujourd'hui, il dirige ou il préside la structure financière du Parti républicain, ce qui n'est pas rien. Donc, et puis son expérience diplomatique en Espagne lui a permis de faire le tour d'horizon dans la région. Ça a été dit par mon ami Sharqawi. Il y a une relation un peu avec le Maroc, puisqu'il l'a visité pour des raisons privées, notamment sportives. Et donc, il y a ça. Et puis, peut-être un dernier point, la géopolitique régionale est maîtrisée par et ce que nous espérons, évidemment, c'est qu'il traduise certaines la décision du président Trump par une représentation consulaire au moins économique dans la région de Dakhla. Je pense que ça serait évidemment, puisque nous savons que le président Trump, il a la réputation de faire ce qu'il dit. On verra, mais c'est un profil intéressant et les orientations économiques sont présentes dans le profil de cet ambassadeur qui va certainement encore booster les entreprises américaines, notamment dans nos provinces sahariennes. Moi, j'aimerais bien juste rajouter un point qui est très important. Lors de son passage à Madrid et lors de la crise indépendantiste des Catalans, donc il était avec l'unité de l'Espagne. Donc c'est un monsieur qui est contre l'irrédentisme. Donc je pense aujourd'hui, nous sommes vraiment dans... Moi je pense que cette nomination, il porte beaucoup d'espoir et beaucoup d'ambition pour de renforcer ces relations entre Rabat et Washington. Et je pense aujourd'hui, à la lumière de défis enjeux qui englobent la région et la sous-région, surtout avec la montée fulgurante de terrorisme dans certaines régions qui sont stratégiques dans le continent africain et pour les États-Unis. Je pense aujourd'hui le nouveau ambassadeur va essayer de mettre en place vraiment des mécanismes afin de renforcer davantage ces relations exceptionnelles. Et je pense de la feuille de route 2020-2030, parce qu'il ne faut pas oublier, et ça va très prochainement, il y aura la commission consultative interarmée entre l'armée marocaine et l'armée américaine. Et je pense aujourd'hui, nous sommes effectivement dans une phase de renforcement, de donner un fort élan à ces relations bilatérales entre Washington et Rabat. Notamment dans le domaine militaire, on l'a vu la semaine... En tout cas, madame, si vous permettez, c'est la récompense de la fidélité. Et ça, c'est un trait de caractère du président américain. Ben oui, enfin, de tous les présidents, parce qu'il faut rappeler aussi comment sont choisis, n'est-ce pas, les ambassadeurs, les représentants diplomatiques des États-Unis au Maroc. Ce n'est pas propre à Donald Trump, ce fut le cas pour Obama et pour tous les autres présidents. Mais effectivement, la rapidité par laquelle
a été nommé Duke Buchan est à souligner quand même. Il a été nommé vraiment très très rapidement. Vous avez évoqué la c'est un homme de confiance. Coopération militaire, oui. C'est un homme de confiance. C'est un homme de confiance. C'est un homme qui est très proche de Donald Trump et de fait donc le nominer c'est-à-dire qu'il y aura des messages forts à faire passer et aussi à renforcer. En quoi la livraison des hélicoptères Apache renforce la coopération militaire maroco-américaine? Colonel Saoud. Encore une fois, il faut le rappeler, c'était un marché qui a été conclu du temps du premier mandat de Donald Trump. C'est important à signaler. C'est un marché qui englobe un escadron d'hélicoptères Apache, nouvelle génération, et dont on a reçu évidemment la première fournée de 6. C'est important, évidemment, parce que nous sommes aujourd'hui parmi les 14 pays qui sont dotés de ces hélicoptères-là, et nous sommes le deuxième pays africain après l'Égypte, et le sixième pays du monde arabe. C'est vous dire l'importance et le nombre réduit de ceux qui en ont bénéficié. Donc c'est un renforcement capacitaire très important pour les forces royales air du Maroc, dans la mesure où les performances de cet appareil qui a subi beaucoup d'améliorations au fil du temps vont apporter quand même une plus-value, une valeur ajoutée, aussi bien défensive qu'offensive pour les forces royales air. Et c'est un appareil qui peut être incrusté avec les appuis au sol, comme on dit dans le jargon, et avec une possibilité, évidemment, ce qu'on appelle le multirôle et le multifonctionnel. C'est un appareil qui est doté, évidemment, d'une mitrailleuse importante, mais il peut aussi tirer des roquettes et surtout des missiles. Il a une capacité quand même de protection intrinsèque, fiable évidemment, mais c'est un appareil que les États-Unis, valeur aujourd'hui, ont vendu à peu près 480 dans le monde, plus les 200 qu'ils ont. Donc c'est un appareil très technologisé, très robuste, résistant, capable de détecter des drones. C'est une performance qui est très importante. Et que dire des pilotes, en fait, qui vont piloter, justement? Vous y arrivez. Voilà, c'est important, parce que c'est bien d'acheter du matériel de haute technologie, du matériel militaire de haute technologie, mais après, il faut la ressource la plus importante. La ressource humaine. La ressource humaine. Je vous rassure, il y a déjà 24 pilotes de nos forces royales qui sont déjà formés, et ce sont eux qui les ont pris pour les amener là où ils sont. Peut-être un dernier point, ils seront implantés dans la base de Khouribga. C'est important à dire. Pourquoi? Pour des raisons évidemment stratégiques, pas loin de la zone sud, mais je pense que c'est un emplacement quand même adéquat. Et il y a de la dispersion des forces aériennes du Maroc qui est quand même assez judicieuse. Donc, une valeur ajoutée opérationnelle, une valeur ajoutée stratégique dans le cadre avec évidemment l'ambition que nous avons et nous sommes une puissance régionale affirmée et elle doit s'en donner les moyens. Absolument, sans donner les moyens, passe aussi par la coopération. Et qui dit coopération, ce n'est pas que la coopération bilatérale. L'une des doctrines même de la politique marocaine, c'est le multilatéralisme. Et je pense que les exercices African Lion sont l'exemple ou la cristallisation de ce multilatéralisme dans cette
alliance stratégique qui se fait à travers un exercice militaire le plus grand d'Afrique pour justement, entre autres, renforcer l'interopérabilité entre les forces marocaines et américaines, mais aussi qui viennent des quatre coins du continent. Un mot sur l'African Lion qui est de retour au Maroc du 12 au 23 mai 2025 et son rôle dans la coopération militaire au-delà de maroco-américaine, mais aussi maroco-américano-africaine. Oui, tout à fait, parce que quand on parle par exemple de Africa Line ou bien de Flintlock ou bien de Handshake ou bien de Atlas Handshake, ce sont des manœuvres militaires dans lesquelles le Maroc participe, on parle de l'interopérabilité interarmée. Et d'ailleurs, ce Apache Guardian, c'est un game changer régional. Parce que le Maroc disposant de cet hélicoptère, ça permet de renforcer les paramètres de force de la dissuasion. C'est vraiment stratégique et c'est très important. Et lorsqu'on parle d'avoir cet hélicoptère avec ses dimensions stratégiques, avec aussi ce qu'on appelle le système embarqué le plus développé à l'échelle des hélicoptères à l'échelle internationale, parce que quand on parle de Apache 64E, on parle de ce qu'on appelle la guerre propre, parce que c'est un hélicoptère qui est spécialisé dans ce qu'on appelle les frappes chirurgicales ciblées. Donc, avec un système embarqué de ce qu'on appelle combiné avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le métavers tactique, on parle de IA océmorphique. Donc, on parle d'un écosystème qui, avec cet hélicoptère, qui permet au Maroc et permet aux forces royales marocaines d'avoir aussi la capacité, lors du manœuvre militaire comme de Africa Line, d'avoir cette possibilité d'avoir une logique de communication et d'interopérabilité plus élevée, surtout avec le système Link 16 qui est très important, qui relaie donc la communication entre les forces aériennes, les forces maritimes et les forces terrestres. Donc je pense aujourd'hui, Africa Line, c'est une expression géopolitique de l'intérêt que portent les États-Unis pour la sécurité nationale marocaine et pour la sécurité aussi régionale et sous-régionale. Parce que d'avoir des hélicoptères Apache 64 au sein de la matrice donc des outils et de l'armement militaire marocain, c'est-à-dire d'avoir une possibilité de dissuader, une possibilité de faire face à des enjeux qui sont très importants pour la sécurité marocaine et pour la sécurité régionale et sous-régionale. Et notamment, surtout avec la montée fulgurante des attaques terroristes et aussi dans la porosité aussi des frontières, malheureusement, qui imprime la région et la sous-région. Une question qui revient souvent avec l'arrivée de Trump, ou le retour, j'ai envie de dire, de Donald Trump à la Maison-Blanche. On dit que les États-Unis ne vont plus donner autant d'importance au continent africain parce que c'est une question d'intérêt. Vous leur répondriez quoi, messieurs? Je commencerai par le colonel Saoud. Tout d'abord, madame, il faut pas réduire la coopération USA-Maroc à l'African Alliance. C'est du maritime, c'est du technologique. Vous savez, par exemple, la guerre électromagnétique, on a déjà fait des exercices avec les États-Unis. La cyberdéfense, la cybersécurité. La cybersécurité. On a fait, évidemment, il faut rappeler qu'en 2024, il y a eu des manœuvres navales avec l'USS Truman et avec les B-52 dans la région de l'Hoceima. Donc, c'est pluridisciplinaire, plurifonctionnel, etc. Et il y a évidemment cette chose qui est importante dans la guerre moderne, c'est les Flintlock. C'est la manœuvre de ce qu'on appelle les forces spéciales. Et ça, c'est important par les temps qui courent. Pourquoi c'est important pour les Américains? Voilà, je vais reposer ma question, je vais la reformuler autrement. Je vais vous dire... D'autant plus qu'on est en train de voir qu'un certain Donald Trump, sous les conseils à viser ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger, mais de Elon Musk, peut-être qu'il va revoir même son implication au sein de l'OTAN. En gros, quel est l'intérêt de maintenir cette coopération avec le Maroc, avec l'Afrique, sous l'ère de Trump? La réponse n'est pas de moi, je vais vous donner la réponse américaine. Oui. En 2 mots. Le Maroc a l'avantage de pouvoir joindre la stratégie atlantique et méditerranéenne avec un détroit au milieu. Ça a été dit par les Américains. Donc la stratégie méditerranéenne et atlantique du Maroc convient bien aux Américains, avec une capacité de projection dans la profondeur africaine du Maroc, qui est notre continent africain. Et ça, ce n'est pas négligeable.
Et en parlant de ce communiqué du département d'État américain en avril qui parlait du Maroc comme partenaire clé, en parlant de déclaration de partenaire clé pour la stabilité régionale. Écoutez, moi je pense qu'il faut être pragmatique. Les Américains, ce n'est pas pour les beaux yeux des Marocains et des Marocains. Vous savez, les Américains, ils ont beaucoup d'intérêts stratégiques dans la région du Sahel, dans le golfe de Guinée et dans le continent africain, notamment, par exemple, dans l'Afrique centrale. Donc, il y a le cobalt, il y a le lithium, il y a les terres rares qui sont vraiment des matériaux critiques et stratégiques pour l'économie de Elon Musk et pour l'économie américaine. Donc, le Maroc, effectivement, on sait, oui, le Maroc, c'est un pays pilier dans la géostratégie américaine, parce qu'il ne faut pas oublier maintenant, si on arrive un petit peu de décrypter la stratégie américaine de Donald Trump version 2, il y a l'Indo-Pacifique, donc il y a donc on voit maintenant les relations entre Washington et Moscou. Donc voilà, c'est en relation avec ce qui se passe avec la Chine, sans rentrer dans les détails, ce n'est pas le moment. Et aussi, il y a ce qu'on appelle la géopolitique de le nord de l'Atlantique. C'est très important. Le Maroc, c'est la jonction. Le Maroc propose aussi un projet politique qui est très important et un projet même géostratégique. C'est pour l'intérêt des Américains. Parce qu'aujourd'hui, demain, dans le Moyen-Orient, ce qui se passe dans le Gaza, avec l'Iran, tout ça. D'ailleurs, on a vu donc les menaces qui ont été proférées à l'encontre de Téhéran. Donc leur corridor le plus maintenant important pour les Américains, c'est le corridor de l'Atlantique passant. Et ce corridor, il faut le sécuriser. Parce que quand vous parlez du golfe de Guinée, il y a la piraterie, il y a le terrorisme, il y a des groupes terroristes qui sont dans la région de l'Iptako-Gourma, dans la région du nord de Mozambique où il y a le gaz français et le gaz américain. Donc, et de fait, mais on voit que les Français ne sont plus là, notamment dans le Sahel. Dans le Sahel, voilà. Les ambitions russes sont affichées aujourd'hui pour cette région. Qu'en est-il des Chinois ? Chinois sont là, donc avec le déclin des relations futures, donc dans le recadrage des relations russo-chinois, avec le rapprochement de Washington avec Moscou, donc les Chinois vont accroître tous leurs paramètres de force dans le continent africain. On parle du Sahel. On parle du Sahel avant les Russes. Mais en termes de présence et d'influence, la Russie a pris quand même les devants ces 5 dernières années. Oui, tout à fait. Dans le Sahel. Oui, on parle justement de la région sahélienne. Pour abonder dans ce qu'il dit, il ne faut pas oublier la relation du Maroc avec l'OTAN, vous en avez parlé. C'est un partenariat stratégique avancé. Et n'oublions pas l'Africom. Vous savez qu'avec l'Africom, les relations sont très importantes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'OTAN avec ce qui se passe ? Vous savez, je m'attendais à la question. L'OTAN traverse une période, ça ne va pas être désagrégé pour le moment. Il faut se rassurer parce que les États-Unis, à un moment donné, ils vont revenir à la raison. Ce n'est pas une organisation qu'on va démanteler en 4 ans. Je pense non, je ne parle pas de démantèlement, mais écoute, moi je pense que oui, effectivement, le Maroc il a des relations stratégiques avec l'OTAN. On ne peut pas décorréler les États-Unis de l'OTAN. Oui, tout à fait. Ni l'OTAN des États-Unis, j'ai envie de dire, parce que serait l'OTAN sans les États-Unis ? Sans les États-Unis, c'est vrai, il y a des velléités de vouloir réorganiser, mais c'est après. Pour l'Africom, il est question, et je le mets entre parenthèses, de la délocalisation du siège de l'Africom au Maroc. Parce que ça n'a aucun sens que le poste de commandement de l'Africom reste en Europe. Et beaucoup de la presse américaine, la presse européenne, espagnole notamment, parlent de cette éventualité. Ça sera aussi un changement important dans la mesure où l'Africom sera beaucoup plus proche du continent africain, étant donné que c'est sa mission. Il faut attendre voir, mais il y a des signaux qui ne sont pas très confirmés, mais en tout cas, ça se passe comme ça. Il y a déjà ces nouvelles qui parlent de du transfert de l'Africom, du moins de son organisation stratégique vers le Maroc. Et on parle de Kénétra. Bon,
On attendra de voir. On attendra de voir. En attendant, le siège de cet 11e département de combat du département de défense des États-Unis, ce que vous appelez, ce que vous avez évoqué, l'Africom, eh bien, le siège est à Stuttgart, en Allemagne, pour le moment. Voilà, c'est ainsi que cette émission touche à sa fin. Je vous réitère mes remerciements. Merci beaucoup, Cheikh Kaberoudani. Merci à vous. Et merci à vous aussi, colonel Hassan Saoud. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'actu. Merci de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.